Bonjour, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au deuxième webinaire de la Séro-Occitanie, obésité pédiatrique, 10 raisons de s'en occuper. Donc, je suis Geneviève Lubian, je suis coordinatrice administrative de la structure d'expertise régionale obésité en Occitanie, donc Séro-Occitanie. Je suis sur l'Occitanie-Est précisément, à Montpellier. Et nous allons donc passer 1 heure ensemble. Donc, l'objet de ce webinaire est de vous sensibiliser aux enjeux liés aux déterminants et conséquences de l'obésité pédiatrique, de prendre conscience de l'importance de la dépister précocement afin de pouvoir proposer une prise en charge adaptée et de proximité. Donc, vous avez vu, normalement vos noms apparaissent, vos micro-caméras sont inactivées par défaut hein, puisqu'il s'agit d'un webinaire. Par contre, vous allez pouvoir poser des questions tout au long de ce webinaire sur l'onglet discussion et nous aurons un temps d'échange en fin de webinaire où nous reprendrons vos questions. Donc, n'hésitez pas au fil du temps de poser vos questions au moment où elles viennent. Donc, dans l'onglet discussion. L'intervenante principale donc, de ce webinaire sera le docteur Claire Jandel, hein, qui est pédiatre endocrinologue, qui est médecin d'appui et à la coordination dans notre structure à la Séro-Occitanie, qui est également praticien hospitalier au CHU de Montpellier et co-responsable du centre spécialisé obésité, le CSO du CHU de Montpellier. Donc, avant de lui passer la parole, je vais rapidement présenter la Séro-Occitanie. Donc, cette structure a été créée en 2020 suite au rapprochement demandé par l'ARS Occitanie des 4 réseaux obésité pédiatrique qui existaient dans notre région. Il y avait le réseau Croque Santé sur le bassin de Béziers, Roibal sur le bassin d'Alès dans le Gard, Manger Bougeon sur le bassin de Narbonne dans l'Aude, et à l'ouest, il y avait un REPOP, un réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique sur Midi-Pyrénées. Donc, notre structure, la Séro-Occitanie, œuvre dans le champ du surpoids et de l'obésité pédiatrique afin d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des enfants, des adolescents dans cette situation, ainsi que de leurs familles. Nous travaillons en articulation avec les centres spécialisés de l'obésité, hein, les CSO, et les acteurs des territoires qui accompagnent ces enfants au quotidien au niveau du premier recours. À ceux-ci, ces acteurs des territoires, nous proposons des formations, des ressources, ainsi qu'un accompagnement ou un soutien, en tout cas en fonction de leurs besoins. Je reviendrai sur ces aspects tout à l'heure à la fin de ce webinaire pour vous présenter notre offre de services de manière un petit peu plus détaillée. Je vais vous lancer un petit sondage. Donc, vous allez avoir 3 questions qui vont s'afficher sur votre écran, normalement. Donc, vous allez pouvoir y répondre. Donc, la question 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse petite 30 secondes, une petite minute pour répondre à ce sondage qui nous permettra un petit peu de voir où est-ce que vous en êtes de vos connaissances et Dr Jandel pourra ensuite reprendre un petit peu ces résultats avec vous. Bonjour à tous. Donc, on va essayer de vous convaincre en 10 points sur les 10 raisons de s'occuper de cette situation chez les enfants. Alors, le premier point, c'est que, contrairement à ce que personne pense, c'est aujourd'hui authentiquement reconnu comme une maladie chronique, mais pour laquelle on a beaucoup de mal à prononcer le nom. On a du mal, et particulièrement chez l'enfant, c'est-à-dire qu'on tourne un peu autour du pot. On stigmatise sans ébaucher des propositions d'accompagnement qui pourraient rassurer, mais elle est connue et reconnue depuis 2016 par l'OMS comme une maladie authentique, bien qu'elle n'ait pas d'ALD en France aujourd'hui. C'est une maladie complexe aux multiples déterminants, évolutive, et si on ne la dépiste pas et on ne la suit pas assez tôt, malheureusement, elle peut devenir très invalidante. Elle est encore beaucoup trop fréquente. Donc, la fréquence a été bien en France, les chiffres que nous avons s'appuient essentiellement sur une étude, certes, qui peut paraître ancienne, de 2015, l'étude Esteban, qui a été réévaluée récemment, et grossièrement, les enquêtes régulières
ont montré des prévalences du surpoids, obésité incluses selon les références IOTF que je préciserai plus tard, en moyenne à 17%, sans différence significative en fonction de la tranche d'âge et du sexe, et des prévalences d'obésité en moyenne aux alentours de 3,9 ou 4% pour être plus simple. L'obésité sévère, qui a une définition bien précise, toucherait 1%, et particulièrement de la tranche adolescente. Certaines régions de France sont plus impactées que d'autres, le Nord, le Grand Est et les Outre-mer. Et ça, une étude récente de la Ligue contre l'obésité, l'étude OBEPI 2020, que je ne peux pas vous préciser là, ou que je ne montre pas, puisqu'elle n'a pas analysé précisément les enfants, le confirme globalement, voilà. C'est la tendance à la stabilisation. En France, c'est confirmé en 2017 en comparaison des études de l'étude NSS en 2006, et à ceux avec toutefois une progression et une poursuite, encore une fois, chez les plus précaires. Cependant, les données récentes publiées en 2019 et issues de la dernière enquête de l'adresse sur des données 2017 en classe de troisième semblent montrer une reprise de l'évolution, particulièrement chez les jeunes filles adolescentes, et même chez les garçons, les formes les plus graves ont tendance à augmenter à cet âge. Il y a une aggravation donc à retenir chez les adolescentes, des fortes inégalités sociales et territoriales, j'en ai parlé au préalable. 24% des enfants d'ouvriers en surcharge pondérale contre 12% des enfants de cadres. Et en Europe, une étude de 2022 montre qu'il y aurait, précise qu'il y aurait 7,9% des moins de 5 ans et 33% des 6-16 ans en surcharge pondérale, dont l'obésité. Il est indéniable aussi que la période que nous venons de traverser en 2020 par le Covid a beaucoup aggravé cette situation, et là aussi dans les milieux les plus précaires. Une étude publiée en 2022, effectuée aussi dans les écoles maternelles du Val-de-Marne, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, après l'année scolaire 2019-2020, montre que chez ces enfants de 4 ans, alors que la prévalence du surpoids et de l'obésité est stable, une augmentation d'environ 50%, donc plus 1,8% du taux d'obésité, de 25%, soit plus 2,6% du taux de surpoids, est apparu, ce qui est quand même assez préoccupant et qui a été reproduit dans d'autres études actuellement. Alors, c'est une maladie chronique qui ne dit pas son nom, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est donc une authentique maladie, mais qu'il faut bien entendu qualifier, c'est-à-dire définir avec précision, avec un débat aujourd'hui qui existe sur le meilleur outil à utiliser. On restera assez simpliste en disant que l'index de masse corporelle, qui est le rapport du poids en kilos sur la taille en mètres au carré, reste toujours le référentiel, avec encore une fois des discussions qui seront peut-être comment dire, réanimés prochainement sur d'autres outils, comme le rapport tour de taille sur taille, qui est, semble-t-il, très important, essentiellement pour repérer les situations d'obésité dite métabolique. Donc, l'IMC n'est donc pas le seul outil qu'il faut utiliser. Je reviendrai sur la façon de mesurer le tour de taille sur taille tout à l'heure. Et par contre, une grosse spécificité de l'IMC chez l'enfant par rapport à l'adulte, c'est qu'au cours du temps, cet IMC, au cours du temps qui passe, et de l'évolution, et particulièrement de la période précoce dans la croissance, et puis plus tardivement au moment de la puberté, il peut y avoir des modifications. Il n'est pas possible de définir un seuil identique d'IMC définissant le surpoids et l'obésité pour tous les âges, car la corpulence varie physiologiquement au cours du temps, comme en témoignent ces courbes
courbe sexuée, vous le voyez, donc en vert pour les garçons, en orangé pour les filles. Et il est normal qu'un bébé soit potelé, particulièrement à l'âge de 1 an où naturellement la corpulence est importante. Après cet âge, l'enfant commence à marcher, il devient de plus en plus mince jusqu'à 5 à 7 ans. C'est la période dite du rebond physiologique d'adiposité. Ensuite, jusqu'à la fin de la croissance, la corpulence va augmenter progressivement de nouveau, particulièrement à l'adolescence, pour rejoindre une morphologie de type adulte. Donc, il faut bien avoir en tête cette évolution au cours du temps qui peut varier, et c'est la grande différence avec l'adulte où on définit l'obésité de manière assez figée. Quelle courbe utilise-t-on actuellement? En pratique clinique, pour affirmer qu'un enfant est en surpoids, on s'appuie sur les courbes établies par l'International Obesity Task Force, IOTF. Elles sont présentes dans les carnets de santé depuis 2018. D'autres courbes pour lesquelles vous avez peut-être eu des référentiels ont été développées par l'OMS, mais ne sont pas utilisées actuellement en pratique courante. Chez l'adulte, je viens de vous le dire, on parle de surpoids lorsque l'IMC se situe au-delà de 25 kilos par mètre carré, d'obésité au-delà de 30 kilos par mètre carré. Le seuil définissant l'obésité est associé à une augmentation du risque de comorbidité et de mortalité. C'est sur ces critères qu'a été définie la notion d'obésité. Un enfant, quant à lui, est dit en surpoids lorsque sa corpulence se situe au-delà de la courbe IOTF 25, correspondant à un IMC égal à 25 à l'âge de 18 ans. Il est obèse lorsque sa corpulence le situe au-dessus du seuil IOTF 30. Pour exemple, un garçon qui a un IMC à 21 à 4 ans sera en franche obésité, à 12 ans à la limite du surpoids. Un autre outil intéressant est donc, je vous l'ai dit en préambule, le rapport tour de taille sur taille mesuré à mi-distance entre le rebord costal inférieur et la crête iliaque antérieure. Vous avez une petite schématisation de la façon dont on peut le mesurer et qui doit rester strictement inférieur à 0,5. Ce critère ou cet outil d'évaluation du surpoids ou de l'obésité est utilisable à partir de l'âge de 3 ans, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, les enfants entre 0 et 3 ans peuvent avoir une évolution pondérale très variable, en particulier en fonction de l'alimentation qu'ils ont reçue, des critères de naissance, j'y reviendrai. Et donc, on utilise cet outil à partir de l'âge de 3 ans où il est validé. On peut descendre à l'âge de 2 ans si on le souhaite, mais les études ne sont pas encore sorties précisément. Ce rapport tour de taille sur taille supérieur à 0,5 traduit un excès de graisse abdominale et in fine un risque cardiovasculaire accru. C'est écrit dans toutes les études bien ficelées. Et un intérêt en pratique de cet outil est aussi pour le suivi de l'enfant en surpoids, notamment l'impact de l'activité physique assez rapide sur cet outil de mesure. Voilà, donc c'est vrai que je vois que dans les réponses au sondage, il y a, vous êtes à peu près la moitié à stipuler qu'on peut qualifier l'obésité avec l'IMC uniquement, le tour de taille uniquement. Les deux, et la moitié du panel quand même précise qu'on doit utiliser les deux outils, ce qui est tout à fait bien. Voilà. Le rebond d'adiposité précoce est interprété aussi, évidemment, je vous l'ai montré, je reviens sur la dia précédente. Voilà, il doit apparaître aux alentours de 6-7 ans. Si le rebond d'adiposité apparaît bien plus tôt, c'est un critère fort et des études faites par des équipes françaises l'ont reprécisé très récemment, de risque, un facteur de risque important de voir ultérieurement se développer une obésité. Donc, c'est une maladie qui dit pas son nom, qui est caractérisée par une accumulation anormale ou excessive de tissu adipeux, dont la caractéristique est de nuire à la santé. Mais par quel biais? Parce que ce tissu adipeux va devenir très vite dysfonctionnel, va devenir fibreux, ce qui explique qu'à terme, si on laisse évoluer en particulier l'obésité, on voit apparaître un caractère très réfractaire de cette
pathologie, voire irréversible dans certains cas. Et l'idée de la repérer tôt et de l'accompagner et de proposer des solutions diverses, j'y reviendrai, est donc importante parce que mieux prévenir, ça permet de réduire les comorbidités nombreuses sur lesquelles j'insisterai tout à l'heure. Et in fine aussi éventuellement la mortalité, mais surtout éviter l'altération de la qualité de vie sur les parcours prolongés, qui est quand même la comorbidité principale ou l'effet secondaire, entre guillemets, de cette pathologie sur les enfants qui en sont atteints. C'est pas que ce que l'on croit, le deuxième point est important, hein, donc on est au deuxième point de l'entretien. C'est une maladie qui, a priori, enfin, elle est taxée de toucher des enfants qui ne feraient pas beaucoup d'efforts, qui mangeraient mal, qui bougeraient peu, qui utiliseraient beaucoup les écrans, on le sait, et qui finalement, globalement, manqueraient de courage. Sauf que mobiliser un poids en excès, c'est parfois très difficile, donc ça n'est pas toujours manquer de courage. Mais il est maintenant reconnu que l'obésité de l'enfant et de l'adolescent est une maladie chronique due à une programmation différente des centres de régulation de l'appétit et du métabolisme énergétique, en partie génétiquement déterminée, mais dont l'expression va dépendre évidemment d'un environnement obésogène favorisant, j'y reviendrai, sur lequel il va falloir éventuellement donner des pistes de remédiation. Autrement formulé, l'obésité résulte d'un déséquilibre de la balance énergétique. Son développement précoce au cours de la vie implique une prédisposition génétique en interaction avec des facteurs environnementaux multiples selon les situations, mode de vie, manque de sommeil, usage excessif des écrans. Sans en faire une fatalité, bien sûr, et contrairement à certains discours, le pronostic de l'obésité est donc pour partie influencé par sa composante génétique, mais c'est une maladie multifactorielle, ce qui complexifie beaucoup sa prise en charge. De là à en faire une maladie génétique, ça peut être compliqué. Effectivement, il existe des situations d'obésité monogénique très exceptionnelles et très sévères et très précoces, mais repérables avec quelques outils cliniques simples que je vous préciserai plus tard. Mais quand on parle de génétique et obésité, il s'agit le plus souvent d'une prédisposition fréquente, de prédispositions fréquentes qui ne vont s'exprimer que dans un environnement propice sur lequel il y a des solutions parfois de remédiation. Donc, même s'il existe des terrains prédisposés, et vous connaissez tous des familles d'obésité ou des familles d'obèses, ce qui peut résumer ce que je viens de vous dire, il n'y a rien d'inéluctable dans l'obésité de l'enfant. Parler de génétique aux parents, c'est souvent perçu comme une décharge de responsabilité. On n'y peut rien, c'est dans les gènes. Oui, incontournablement, il y a un noyau dur de difficultés supplémentaires chez certains, mais pour les pistes de remédiation sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, il faut quand même les activer pour éviter que ça s'aggrave en particulier. Il y a par ailleurs des fenêtres de vulnérabilité ou des périodes critiques favorables à l'expression ultérieure de l'obésité infantile, et la période des 1000 jours en est une, avec des facteurs précoces maternels, dont je vous ai listé quelques-uns là, mais qui c'est loin d'être exhaustif. Avoir une maman qui a un IMC excessif avant même la conception et au moment de la conception est un facteur de risque. Avoir une maman qui pendant la grossesse prend plus de poids que il est recommandé, puisqu'il y a des recommandations très précises chez les parturientes en termes de prise de poids, ça peut être un facteur de risque supplémentaire. Avoir une maman tabagique pendant la grossesse ou avant aussi. Évidemment, le diabète gestationnel, vous le savez, c'est la notion de tatouage prénatal à l'expression ultérieure de la pathologie qui est bien connue. On pourrait rajouter les polluants environnementaux actuellement auxquels sont soumis les mamans pendant la grossesse et qui peuvent imprimer
nourrisson ou le fœtus à naître et surexprimer, la probabilité, de développer une obésité ultérieurement et ça maintenant, la littérature est assez claire à ce sujet. Malheureusement, on n'a pas tellement d'armes, pour combattre ces, polluants, c'est très compliqué. Il y a ensuite des facteurs, je vous en ai un peu parlé ou ébauché tout à l'heure, les facteurs prédictifs chez le nouveau-né et le nourrisson. Il y a souvent une corrélation positive entre l'IMC et le poids de naissance. En clair, si, hem, si un nouveau-né, naît avec une macrosomie, c'est-à-dire, si, il, pèse plus de 3,8 kg à la naissance à terme, il aura un risque augmenté, éventuellement de développer une, obésité ou un surpoids ultérieurement. Il en est de même et curieusement, des bébés nés avec un poids, insuffisant à terme et le poids insuffisant est grossièrement aux alentours de 2,2 kg, ce que l'on appelle les retards de croissance in utero. Donc, en résumé, avoir un bébé qui naît trop gros ou à l'inverse qui naît chétif est un facteur de risque. Si par ailleurs la mère a présenté les facteurs que j'ai évoqués au préalable, en plus, évidemment, il y a une cumulation des facteurs de risque et une cumulation du risque d'expression ultérieure de l'obésité. Donc, mettre sous contrôle ces parturientes à risque et leur bébé dès la naissance peut être un bon élément à considérer ou des bonnes pistes de remédiation précoces. Et le programme des 1000 jours peut être inscrit dans cette démarche. Un troisième élément chez le nouveau-né, c'est le degré de rattrapage pondéral au 8e jour postnatal. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on n'insiste pas forcément trop, en particulier chez les bébés qui naissent assez corpulents, sur le fait de rattraper trop vite la perte de poids qui existe toujours après la naissance. Ensuite, par contre, quelque chose d'important, et surtout pour les petits poids de naissance inférieurs à 2,2, le gain pondéral de la naissance à 2 ans ne doit pas être trop rapide et nous ne sommes plus du tout dans la démarche de suralimenter ou de créer des troubles alimentaires chez ces bébés qui de toute façon sont des petits mangeurs. On les considère, nous, comme des petits mangeurs, mais plausiblement, ils ont une régulation de leur appétit qui n'est pas tout à fait ou mature ou la même que dans la population générale. Il faut savoir le respecter et si on ne le fait pas, on les expose à exprimer le poids en excès beaucoup plus ultérieurement que les autres. Alors, le débat sur alimentation au biberon versus allaitement maternel peut-il être ouvert? Pourquoi pas? Mais la littérature est contradictoire. On sait que l'allaitement maternel apporte d'autres choses que simplement, effectivement, de l'énergie. Et c'est évidemment une promotion que l'on doit faire. Mais on sait aussi qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas allaiter pour diverses raisons et il n'est pas question de les diaboliser. Et si on prend quelques mesures, et en particulier de ne pas aller trop vite à la surenchère des volumes sur l'alimentation lactée, on n'expose peut-être pas plus les nourrissons à devenir des bébés ou des enfants obèses. La diversification trop précoce, par contre, et l'introduction des protéines est quand même reconnue pour avoir quand même entraîné un risque d'expression, de surexpression de l'obésité ultérieurement. Et c'est malheureusement aujourd'hui peut-être quelque chose à recalibrer ou à surveiller de près. Il faut un environnement effectivement tout au long de l'enfance, l'environnement obésogène le plus connu et le plus basique, c'est quand même la maison. C'est un mélange des facteurs comportementaux et environnementaux qui influencent l'enfant non seulement dans sa façon de manger, dans sa façon de bouger, dans sa façon de dormir, puisqu'on sait que tous ces éléments-là peuvent contribuer à un moment donné à avoir se surexprimer le risque d'obésité et on attribue aujourd'hui un lien entre sommeil et obésité dans toutes les tranches d'âge très important et il faudra potentiellement évoquer dans le suivi ou dans la prise en charge de ces enfants
obèses, tous ces paramètres pour mieux les accompagner. On pourra aussi parler des modèles de la sédentarité, des modèles alimentaires, des styles éducatifs des parents qui vont de la rigidité excessive au laxisme le plus complet aujourd'hui. Alors, vous dire quel est le meilleur dans le débat actuel sur l'éducation permissive ou l'éducation un peu plus rigoureuse, je ne prendrai pas parti. C'est certainement un métissage des deux et surtout du naturel pour l'accompagnement des enfants dans des contextes, encore une fois, on en a parlé en préambule, de précarité sociale le plus souvent qui pénalise à l'évidence certains enfants. Alors, la troisième raison, ce n'est pas que ce que l'on voit. Et il faut donc la repérer tôt pour proposer des soins et un accompagnement dès le diagnostic. L'impression clinique ne suffit pas. Donc, pour qualifier l'IMC et le tour de taille, ben, il faut un mètre ruban, une toise et une balance. Ça paraît logique. Et ça n'est pas à l'œil qu'on évalue une problématique de poids chez l'enfant. Mais il y a des choses qui sont assez simplistes ou simples. Je les ai listés à droite de la diapositive. Un enfant de 5 ans qu'on habille en 8 ans, sauf à considérer qu'il soit issu de parents extrêmement grands, mais là, on a pris le modèle de parents de taille moyenne, ça n'est pas banal et ça n'est pas normal. Donc, soit il va être en obésité, soit il peut éventuellement développer une puberté un peu précoce qui explique qu'il avance plus vite que classiquement, mais ça n'est pas tout à fait habituel. Un autre exemple, c'est j'ai 1 an, mes parents sont de taille moyenne et je suis déjà habillée en 2 ans. Bah, c'est discutable, mais c'est au minimum à surveiller. Voilà. Malheureusement, bien souvent, les parents banalisent ou sont vraiment très fiers d'avoir des enfants qui, par ailleurs, peuvent manger comme eux, ce qui simplifie un peu les choses. Et dans certains groupes ou dans certaines sociétés, un gros enfant reste toujours un bel enfant, ce qui peut poser problème. Et je voulais spécifier sur une photo issue d'un livre de Anne Guedes. Donc, il faut tracer les courbes euh, pour la dépister, je n'y reviens pas, les reporter sur le carnet de santé pour les suivre ou sur les courbes de croissance ou dans les logiciels que vous avez peut-être à disposition pour évaluer les enfants si vous les suivez depuis longtemps. Ce qui est intéressant, c'est la trajectoire de croissance et pas uniquement, évidemment, le poids, la taille, l'IMC au temps T et le tour de taille sur taille. Dans quelles conditions, systématiquement chez tous les enfants, quel que soit leur âge, quelle que soit leur corpulence apparente, quel que soit en théorie le motif de la consultation, mais là tout de suite on voit le frein qu'on peut mettre à certains contextes de consultation qui ne sont pas faits pour ça, comme il est classique qu'on nous dise, mais au bas mot 2 ou 3 fois par an et aux examens obligatoires, optimalement évidemment, en toute occasion, avec une attention toute particulière aux enfants qui ont des facteurs de risque précoce de surpoids et d'obésité que je vous ai listés tout à l'heure. Moyennant tout ça, on va définir plusieurs types d'obésité. La situation de surpoids ou d'obésité non complexe est définie par un IMC entre les seuils IOTF 25 et 30 ou en cas d'IMC supérieur au seuil IOTF 30, sans complications et sans cumul de facteurs, sachant qu'une problématique sociale ou psychologique ou scolaire associée n'entraînera pas obligatoirement une complexité si elle peut trouver des réponses accessibles en proximité. Et à contrario, la situation d'obésité complexe est définie par une sévérité de l'obésité avec un IMC supérieur au seuil IOTF 30 et des cumuls de facteurs associés, que sont les complications et les comorbidités, psychiatriques, individuelles, familiales, j'y reviendrai tout à l'heure, les obésités de cause rare, c'est-à-dire les maladies génétiques ou pas avec obésité, génétique lésionnelle par exemple, situation de handicap ou de déficience, les antécédents d'échec de traitement de l'obésité, un retentissement important sur la vie quotidienne et la qualité de vie, et maintenant, on le sait, le trouble des conduites alimentaires associé à des troubles psychopathologiques, des problématiques sociales, familiales ou scolaires.
Actuellement, le dépistage des troubles des conduites ou des particularités de comportement vis-à-vis de l'alimentation sont à envisager systématiquement dans la prise en charge, des enfants, en situation d'obésité ou de surpoids. Donc repérer les signes d'alerte et de gravité et parfois secondaires et syndromiques par un examen clinique complet. Ça paraît impensif que quand on examine un enfant, on l'examine complètement pour pouvoir éliminer une obésité d'origine endocrinienne. Quels sont les critères cliniques pour faire cette démarche? Ben, c'est essentiellement toujours basé sur les courbes de croissance, analyser une éventuelle cassure de la vitesse de croissance avec une prise de poids. Donc, je résume, un enfant qui pourrait avoir une pathologie endocrine à l'origine d'un surpoids grossit mais ne grandit pas. C'est le cas dans l'hypothyroïdie. C'est quand même assez rare. J'espère qu'on dépistera l'hypothyroïdie avant qu'elle ne se manifeste par un surpoids ou une cassure de courbe, puisqu'on sait qu'une hypothyroïdie altère très vite les fonctions supérieures et le développement cognitif. Donc, il faut quand même être en alerte assez rapidement dans cette dimension-là. Quant au syndrome de Cushing, qui est donc une anomalie des glandes surrénales, c'est encore plus rare. L'autre situation clinique qui peut permettre d'évoquer une obésité d'origine endocrine, c'est à l'inverse une accélération très excessive de la vitesse de croissance en parallèle du poids. Donc, l'analyse des courbes est fondamentale. Et on y a sorti dans cette situation des manifestations assez visibles que pourraient être l'acné, la pilosité excessive, les troubles des règles. Quant à éliminer une obésité d'origine syndromique, les critères sont simples. C'est tout enfant qui a une obésité, quel que soit son âge, avec un retard d'acquisition du tonus pour les plus jeunes, un retard psychomoteur ou des troubles neurosensoriels, des troubles des apprentissages et du comportement, plus globalement qu'on pourrait qualifier des troubles du neurodéveloppement, qui aurait aussi, en plus de tout ça, des troubles de la croissance comme précédemment, dans le cadre parfois d'une obésité précoce et sévère, et aussi, et c'est l'apanage des trois syndromes que j'ai cités comme exemple, dans le Prader-Willi, la maladie de Cohen ou le Bardet-Biedl, des éléments morphologiques particuliers au niveau de la face, des extrémités, des organes génitaux externes. Ensuite, classiquement, dans les syndromes avec obésité, il y a des troubles francs de l'obésité du comportement alimentaire très précoce. Je ne peux pas détailler ces syndromes, mais ça peut faire l'objet effectivement d'analyses plus approfondies. Le quatrième point, c'est que c'est une pathologie qui rend vulnérable au plan sanitaire parce qu'elle a des complications fréquentes bénignes, mais qui altèrent la qualité de vie, hein. Même dans cette dimension-là, on a déjà des altérations de la qualité de vie, particulièrement quand on a au plan orthopédique une obésité, on est douloureux, on peut avoir un génuvalgum, on peut avoir des entorses, on peut avoir des fractures plus fréquemment que dans la population générale. On a des difficultés pour respirer, ce qui est quand même une altération pour les activités de la vie quotidienne, mais aussi pour le sommeil. L'asthme dans l'obésité ou le surpoids est beaucoup plus fréquent que dans la population générale, médié par des phénomènes inflammatoires. Et le syndrome d'apnée du sommeil ou les troubles du sommeil sont beaucoup plus fréquents. Donc, le sommeil en soi réduit peut engendrer une obésité, mais l'obésité en soi peut altérer le sommeil. Donc, il faut couper court à tout ça et couper ce cercle vicieux de facteurs de risque. On peut avoir des complications hormonales, j'en ai parlé tout à l'heure, des troubles des règles pour les filles, un développement des seins chez les garçons qui peut quand même poser problème à la phase identitaire de la puberté en particulier, une verge enfouie ou authentiquement un micropénis, des complications cutanées sous la forme de vergetures qui apparaissent parfois très vite, un hirsutisme, une acné, j'en ai parlé tout à l'heure, l'acanthosis nigricans quand vous avez les troubles métaboliques qui sont listés là, sous la forme d'une insulinorésistance, c'est-à-dire d'anomalies d'intolérance de la régulation glycémique, des troubles de la régulation lipidique, des troubles de la fonction hépatique qui souvent peuvent être sous-tendus par des dépôts de graisse dans le foie et la stéatose hépatique qu'il faut rechercher dans les conditions en particulier d'obésité complexe qu'on a évoquées tout à l'heure.
Les complications graves, mais parfois, au cours du temps, plus l'obésité ou le surpoids évolue depuis longtemps, plus statistiquement, évidemment, les complications graves, certes exceptionnelles pour certaines, peuvent apparaître. Le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la phase secondaire à la stéatose, qui est la stéatohépatite sévère. Là, on a une phase fibreuse, un peu comme tout à l'heure pour la définition globalement du surpoids et de l'obésité. Le foie devient fibreux, réfractaire et, in fine, transforme ses activités et peut se transformer à l'âge adulte en cancer. On sait aujourd'hui que le cancer du foie est très fréquent en obésité de l'adulte quand l'obésité a existé très tôt dans l'enfance et ne s'est pas améliorée. Les apnées du sommeil, j'en ai parlé. L'épiphysiolie de la tête fémorale, c'est une rupture de la tête fémorale ou une dégradation ou de la tête fémorale dont la physiopathologie est complexe mais qui est beaucoup plus fréquente chez l'enfant obèse. Et il peut y avoir aussi des manifestations d'hypertension intracrânienne. On ne doit jamais négliger des céphalées chez un enfant obèse parce que ça peut être le préambule à une hypertension intracrânienne qui brutalement s'exprime par perte de connaissance, convulsions, etc. Alors, c'est une pathologie qui discrimine et qui précarise dans des contextes qui sont déjà souvent fragiles et parfois fragilisés. C'est la maladie de la disqualification et de ce qu'on appelle la fragilité. Dans l'espace public, à l'école, au travail, vous le savez bien, ça entraîne souvent un isolement social, une souffrance morale, une perte d'estime de soi et des retentissements francs sur la scolarité, les compétences et l'avenir professionnel. Elles apparaissent très tôt, elles sont constantes chez l'enfant et l'adolescent et encore une fois, elles altèrent leur avenir professionnel aussi et c'est ce dont ils souffrent le plus. C'est une maladie, encore une fois, où statistiquement, le risque de rester obèse à l'âge adulte est très important. Quand vous développez l'obésité avant la puberté, il est de 20 à 50%. Et si vous développez l'obésité après la puberté, de 50 à 70%, avec sur la cible rouge à droite, les risques de développer les complications graves que j'ai évoquées tout à l'heure, beaucoup plus fréquentes et une mortalité prématurée accrue chez l'adulte, évidemment, par le biais de cancers parfois. Bien, nous allons merci Claire déjà pour cette première partie, hein, qui a repris, l'ensemble des définitions, des déterminants et des conséquences de l'obésité, chez les enfants et les adolescents. Donc avant de continuer sur la prise en charge, je vais relancer un petit sondage à nouveau, avec 2 questions cette fois. Donc allez-y, à vos claviers ou écrans pour répondre à ces 2 questions qui s'affichent normalement sur vos écrans. La septième bonne raison de s'occuper d'enfants qui posent ce problème, c'est qu'aujourd'hui encore, elle est accompagnée de manière inadaptée ou peu empathique et que les idées reçues sont très nombreuses et qu'il faut savoir les combattre. Je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure qui étaient déjà que c'est pas une vraie maladie, que tracer la courbe c'est utile, mais bon, quand on l'a vaguement apprécié cliniquement. Et puis le troisième point, c'est que la corpulence s'améliorerait toujours spontanément avant la puberté. Oui, certes, vous trouverez toujours des exemples de ce type, mais c'est quand même loin d'être la majorité. Le quatrième point, c'est que l'obésité de l'enfant se prendrait en charge de la même façon que celle de l'adulte. Non, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres. Par contre, se prendre en charge en famille, oui. Donc, si effectivement il y a des adultes obèses, ça vaut la peine parfois qu'ils utilisent les conseils de l'enfant, pour l'enfant, pardon. C'est souvent un échec. Oui, c'est vrai qu'il y a malheureusement des échecs, mais parce que c'est une médecine longue ou une prise en charge longue, pluriprofessionnelle, complexe. Mais si vous partez battu, c'est évident que les échecs seront encore plus nombreux. En fait, la question aussi se pose plus globalement au plan éthique, puisque ce sont des enfants qui bien souvent ne se plaignent de rien. Mais pourquoi les ennuyer en fait? Il n'est pas motivé, etc. Ils ne se plaignent de rien, non, mais souvent ils n'osent pas exprimer de quoi ils ont besoin. Et ils se plaignent en fait à l'intérieur. Et ce sont des éponges à émotions le plus souvent. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est effectivement de les aider à envisager leurs problèmes et de les accompagner d'emblée.
Ça passe pas. Mhm. Donc, il faut envisager un accompagnement adapté. Une des recommandations actuelles est de proposer des soins, un accompagnement dès le diagnostic pour éviter l'aggravation, mais surtout de ne faire l'annonce de ce problème que si on a déjà en amont, potentiellement derrière la tête, des solutions d'accompagnement. Parce qu'il est fortement stigmatisant de préciser à un enfant ou à sa famille la situation d'obésité ou de surpoids et de ne rien proposer en aval. Donc l'annonce est fondamentale et quelques comment dire, précautions avant de citer le mot ou d'en parler tout bêtement à l'occasion d'une consultation nécessite une réflexion sur qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer. On évalue et on s'appuie sur une évaluation multidimensionnelle. On gradue, on module les soins et l'accompagnement en fonction de la complexité. Je vous ai cité les petites nuances entre les situations complexes et non complexes, mais on peut passer d'une situation à l'autre assez rapidement. On s'appuie sur l'éducation thérapeutique. Les principes sont ceux de l'éducation thérapeutique aux patients et aux familles. On évite certaines pratiques inadaptées. Les régimes ou focalisations sur le poids sont encore trop fréquents et les examens biologiques inutiles. Perdre du poids n'est pas un objectif en soi. Il faut une simple stabilisation pendant une période prolongée en utilisant la croissance pour améliorer l'IMC est une excellente stratégie chez l'enfant, particulièrement l'enfant jeune. Je vois que 85% des participants ont bien répondu à la question concernant justement le mésusage des régimes, entre guillemets. D'ailleurs, ce mot est à proscrire. Et par ailleurs, ont bien aussi répondu au point que je viens d'aborder. Donc, vous êtes déjà bien formé à l'obésité pédiatrique. C'est une maladie, le huitième point, des systèmes qu'il faut traiter après une évaluation multidimensionnelle, je viens de vous le dire, pour juger de sa complexité. Donc, ce logigramme de réflexion est tiré des recommandations HAS qui précisent que l'on doit évaluer l'enfant et la situation dans de multiples dimensions qui sont listées là et sur lesquelles je ne reviens pas puisque ce sont pour partie les déterminants que j'ai évoqués en préambule au début de notre topo. Mais c'est d'emblée la notion du temps porté à cette évaluation multidimensionnelle est présente et il faut tout de suite envisager que on ne peut pas faire une primo-évaluation sur un temps court. Voilà, elle nécessite donc un accompagnement dans la durée pour un changement progressif et durable. On va travailler sur des comportements et la réflexion autour des comportements est souvent très longue. Il faut déjà s'imprégner de l'anomalie du comportement et voir quelle remédiation on peut y apporter dans le temps. On a besoin de multiples professionnels ou de disciplines différentes en fonction des besoins et des possibilités qui auront été évaluées. Et on va proposer un parcours coordonné pour éviter les ruptures de suivi. Donc, dans les objectifs de la prise en charge dans les situations de surpoids ou d'obésité non complexe, c'est toujours les mêmes référentiels, promouvoir la santé et le bien-être. On insiste beaucoup là-dessus en accompagnant progressivement les changements des habitudes de vie. Chez l'enfant, en cours de croissance, ralentir la prise de poids tandis que la croissance se poursuit va entraîner de facto un infléchissement de la courbe de corpulence. Chez l'adolescente en fin de croissance, ou l'adolescent, pardon, stabiliser le poids, effectivement, est déjà un bon résultat quand on quand on y a appliqué un accompagnement adapté. Le parcours coordonné tel qu'il est défini ou qui peut être proposé, je vous le montre là. Il est basé sur le TP, il est centré sur le médecin qui va travailler en équipe pluriprofessionnelle dont le détail apparaît sur la diapositive.
La première année, il peut être proposé des consultations médicales une fois par mois pendant les 3 premiers mois. Et si l'évolution est favorable, on diffère effectivement les suivis. L'année 2, la fréquence des consultations, effectivement, peut aussi être modulée en fonction des résultats que l'on obtient. Et optimalement, s'il est possible, de proposer des séances d'éducation thérapeutique tous les 2 mois pendant 6 à 12 mois et un suivi entre les séances, on est dans une situation optimale d'accompagnement. Mais il faut avoir une composition d'équipe ad hoc, évidemment un programme ETP actif sur la structure dans laquelle on est éventuellement. Et dans ce contexte, il est proposé dans les recos HAS des suivis sur 2 ans au départ, qui peuvent être produits d'ailleurs ensuite si nécessaire. Dans le cadre effectivement des activités pluriprofessionnelles, la mission Retrouve ton cap proposée par l'assurance maladie et financée peut avoir toute sa place. Et je ne peux pas rentrer dans le détail de cette mission Retrouve ton cap, simplement pour dire qu'elle n'impacte que des tranches d'âge précises et qu'elle a quand même la vertu de pouvoir permettre la prise en charge financière des suivis kiné, APA et diète qui n'étaient pas financés par ailleurs. Et évidemment, tout ça en fonction des besoins et des ressources, je viens de vous le dire. En obésité complexe, c'est plus compliqué. On reste toujours dans une dynamique de promotion de la santé et du bien-être et de changer progressivement les habitudes de vie, sachant que le caractère de ces éléments est beaucoup plus réfractaire puisque l'historique dans l'obésité complexe existe. Ce sont des enfants souvent et des adolescents le plus particulièrement qui ont une histoire d'obésité très ancienne. Évidemment, en cas des complications qu'on a évoquées tout à l'heure, la perte de poids doit être quand même un objectif, même faible, parce qu'elle peut apporter un bénéfice. Et un des outils les plus pertinents quand il est applicable, mais malheureusement avec des IMC parfois très importants, il n'est pas facile à mettre en place, c'est l'activité physique. Quand il y a des troubles psychiatriques avérés, évidemment, il faut les traiter. L'objectif final est de faciliter les activités de la vie quotidienne et limiter l'impact sociétal de cette différence physique très importante. Il est proposé de la même façon que dans le cadre des obésités non complexes, des parcours beaucoup plus nourris, vous le voyez, en matière de suivi. Par rapport, le médecin reste toujours évidemment l'acteur principal de ce parcours de soins. La première année de vie, la première année, pardon, de suivi, il faut évidemment, en lien avec les familles, des fréquences de consultation optimalement une fois par mois pendant 1 an. Et puis, de la même façon que tout à l'heure, éventuellement les différer si l'évolution est favorable. Et si il y a eu recours à une structure spécialisée comme le centre spécialisé obésité qui a défini le parcours complexe, éventuellement faire des consultations alternées si c'est possible en proximité optimalement, ce qui n'est pas toujours le cas. Cette prise en charge est toujours basée, comme pour le non complexe, sur des séances de TP tous les mois pendant 6 mois avec des suivis interséances, avec des programmes ETP qui sont construits autour des différents partenaires des parcours habituels, mais qui ont des contenus tout à fait parfois très différents puisqu'ils sont dédiés à des complexités. Dans l'année numéro 2, la deuxième année de suivi, la fréquence évidemment des consultations sera ajustée en fonction de l'évolution favorable ou moins favorable de la situation, en alternance toujours avec les consultations au centre spécialisé et en fonction des besoins et des ressources. Le dernier point et la 10e remarque et bonne raison, c'est dans un objectif, tout ce que je viens de vous préciser, d'éviter la chirurgie bariatrique chez l'enfant et l'adolescent, qui est possible cependant dès l'adolescence, avant 18 ans, dans des situations très exceptionnelles, au sein d'un centre spécialisé obésité, quand la croissance est terminée, dans un parcours de soins ou d'un parcours d'accompagnement sanitaire très particulier et très calibré, que je ne détaillerai pas là, mais ça n'est pas le plus souhaitable.
Et enfin, je terminerai par la notion de prévention qui est la première étape de la prise en charge, car c'est l'affaire de tous. Habitude de vie, environnement familial le plus optimisé, sachant que souvent ces deux points évoluant dans des milieux défavorables accentuent une prédisposition génétique potentielle. Acquérir des compétences et des habitudes de vie saines transmises par les parents dès le plus jeune âge. Importance, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les facteurs de risque maternels et prénataux d'une prévention ultra précoce centrée sur les parents, donc une éducation aussi au bon comportement. Et j'espère, avec ces 10 points, vous avoir convaincu de l'intérêt évidemment, accompagner ces enfants et ces familles en obésité et surtout du champ des possibles qui peut être ouvert sur des parcours que on va peut-être repréciser ensuite. Merci Claire. Je vais donc essayer de vous donner quelques petits éléments avant qu'on passe à la discussion sur comment effectivement la séro-Occitanie peut vous aider à relever tous les enjeux que Claire Jandel nous a présentés, hein, par rapport à l'obésité pédiatrique. Donc la première chose, ce sont les actions de sensibilisation et de formation. Claire, s'il te plaît, tu peux nous passer la diapo? La Séro-Occitanie propose des formations pluridisciplinaires en présentiel de 2 ou 3 jours, à l'est comme à l'ouest de l'Occitanie. Donc ce sont des formations DPC, hein, donc qui sont, voilà, que vous pouvez, pour les professionnels de santé, valider votre DPC avec ces formations. Juste pour information, il y a effectivement, une, formation, la dernière de Montpellier qui a lieu en novembre et décembre, le 17 novembre et le 8 décembre, une formation en 2 jours où il y a encore quelques petites places. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ça vous permettra d'approfondir justement avec nous tout ce qu'on a vu là un petit peu, à une vitesse un petit peu importante, peut-être un petit peu soutenue, hein, pendant les 3/4 d'heure, de la présentation de Claire. Donc là, on a plus de temps, on a 2 jours pour voir ça. Au-delà de ces actions, Claire, la suivante, s'il te plaît. De ces actions de formation, nous organisons aussi des actions de sensibilisation. Alors là, ça peut être en distanciel ou en webinaire, donc le webinaire comme aujourd'hui, mais également pour des équipes, on fait des actions de sensibilisation, par exemple au sein de CPTS ou sur des territoires. Voilà, quand ça a du sens pour le territoire, de sensibiliser les professionnels qui sont sur ce territoire aux questions de surpoids et d'obésité, c'est tout à fait possible aussi de l'organiser. Ensuite, la séroxyténie aussi peut vous apporter un soutien et un appui à votre structure ou à vous en tant que professionnel, que vous soyez en exercice libéral ou coordonné. Ça peut être à travers justement des accompagnements de ces professionnels dans l'appui à la mise en place de parcours de soins sur votre territoire, l'appui à l'élaboration de projets dans le champ de l'obésité pédiatrique, et puis la participation aussi, l'animation d'échanges de pratiques entre professionnels. On peut mettre aussi à votre disposition des ressources, hein, des outils pédagogiques de suivi ou d'évaluation. Nous avons aussi un programme ETP multisite, le programme TCAP, qui s'adresse justement à des enfants en surpoids ou en situation d'obésité non complexe et qui peut être mis en place justement sur vos territoires. Bien sûr, vos équipes doivent être formées à l'ETP, mais voilà, il y a déjà 8 sites actuellement sur l'Occitanie qui viennent de s'engager dans ce programme ETP multisite. L'équipe de la Séro-Occitanie, qui est une équipe pluriprofessionnelle, hein, en soi, avec des médecins, des pédiatres, des médecins généralistes, des diététiciens, des enseignants en APA, j'en oublie certainement, des psychologues et également une éducatrice de jeunes enfants. Donc toute cette équipe est à votre disposition et peut vous apporter aussi une expertise en fonction de vos besoins. Nous allons avoir un annuaire de professionnels formés en obésité pédiatrique. Pour l'instant, il existe déjà, mais il n'est pas publié. Et puis, très prochainement, nous aurons notre site internet qui sera ouvert, en tout cas, et une newsletter sur laquelle vous pouvez vous abonner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, hein, pour parler de vos projets et de vos réponses. Et puis également, nous sommes sur LinkedIn. Donc, si tu nous mets sur la dernière diapo, Claire, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn parce que
à défaut pour l'instant de site internet, vous aurez comme ça les informations et vous avez ici le mail contact@sero-occitanie.fr. Vous n'hésitez pas également à nous contacter sur ce mail. Donc, je vais passer, on va regarder, je crois que pour l'instant, il y a une question. Donc Claire, je te la lis, tu pourras y répondre. Vous avez dit qu'un enfant né à terme avec un poids inférieur de 2,2 kg présente un risque d'obésité par la suite. Qu'en est-il pour les enfants qui présentent une cassure de la courbe de poids cette fois à la baisse avant les 6-7 ans? Donc effectivement, les petits points de naissance ont statistiquement, s'ils prennent beaucoup de poids, en particulier pendant les 2 premières années de la vie, encore une fois, si on a tendance à vouloir les suralimenter, ont tendance à surexprimer le risque d'obésité plus tard, surtout s'ils évoluent dans des contextes familiaux à risque. Ensuite, là, les enfants qui présentent une cassure de la courbe de poids, c'est évident qu'ils ont moins facile de grandir plus vite, hein, parce qu'il y a un effet d'entraînement au plan énergétique qui explique qu'un enfant qui a une obésité ou qui a un surpoids, il aura tendance quand même à grandir plus vite, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait un, comment dire, un effet de surentraînement à la croissance. À l'inverse, si il présente une courbe de poids à la baisse, voilà, il risque aussi de grandir moins vite et de grossir. On essaiera de surveiller. Il faut surveiller encore une fois le rythme de croissance et de tous les paramètres de la croissance, c'est-à-dire le poids, la taille, le tour de taille optimalement chez tous les enfants. Et toute anomalie ou toute discordance dans ces paramètres-là doit alerter et faire rechercher des situations pathologiques potentielles. Alors, question suivante. Manon nous demande: Bonjour, est-ce que les 4 réseaux en obésité pédiatrique sont également au sein des DAC de la région Occitanie? Alors, effectivement, les anciens réseaux, en tout cas d'Occitanie-Est, hein, que j'ai cité tout à l'heure, le réseau Manger Bouger 11, Roi-Bal pour le bassin alésien et Croque Santé pour le Biterrois, ont intégré en fait dans le DAC respectif de leur département. Euh, et en fait, dans la construction de la Séro, c'est le REPOP Midi-Pyrénées qui a transformé ses statuts et qui est devenu Séro Occitanie. J'espère que j'aurai répondu à cette question. Il y en a encore une autre. Une autre Manon qui nous demande: vous avez dit qu'une obésité, alors vous avez dit qu'une maman qui a un IMC élevé avant la gestation peut être un facteur de prédisposition. Concrètement, en tant que professionnel de santé, que pouvons-nous proposer à ces mamans? Les obstétriciens savent très bien qu'il y a des règles à respecter en matière de prise de poids en fonction du trimestre de la grossesse et les sages-femmes évidemment aussi qui accompagnent un bon nombre de grossesses et souvent font effectivement une surveillance accrue dans ce contexte. L'idée n'est pas de diaboliser évidemment les femmes en surpoids, en obésité avant même de démarrer la grossesse, mais il est de leur signaler que la probabilité quand même du risque existe et qu'elles doivent optimiser leur comportement, que ce soit les comportements sédentaires ou si elles sont totalement inactives, de réactiver un peu l'activité physique et aussi d'optimiser leur alimentation, de diminuer leur consommation de tabac, puisque vous avez vu qu'il y a un lien fort entre tabac avant et pendant la grossesse et expression de l'obésité. Et quand on cumule plusieurs facteurs en même temps, c'est vrai que statistiquement, on retrouve quand même souvent des enfants à l'âge de 3 ou 4 ans qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Merci. Une dernière question. Où orienter les enfants que nous dépistons en école maternelle dans le Biterrois? Eh bien là, je vous dirais, orientez-les vers Croque Santé, hein. Le réseau fonctionne toujours. Donc, vous pouvez vous adresser en fait au DAC 34, hein, qui va vous orienter ensuite sur les professionnels de Croque Santé qui sont toujours en activité à Béziers, toujours au même endroit. Donc, n'hésitez pas à contacter le DAC 34 pour ces enfants-là, en tout cas, notamment sur le Biterrois. Désolée justement on n'a pas réactivé le micro de Claire pour la question. Alors, et dans l'Aveyron, heu,
Alors, dans l'Aveyron, il n'y a pas de réseau en soi de prise en charge de l'obésité pédiatrique, hein. Par contre, on connaît un certain nombre de professionnels et de structures de MSP, qui s'intéressent et qui commencent à écrire des protocoles de prise en charge. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on potentiellement on vous mette en relation avec ces professionnels. Et puis, si sur votre territoire, c'est vraiment une problématique, ben voilà, peut-être on peut aussi vous accompagner à mettre en place sur votre territoire un parcours de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Alors, vous pourrez avoir on mettra en ligne, hein, le webinaire de notre, enfin, ce webinaire sera mis en ligne et vous aurez accès, bien sûr, à la vidéo. Donc, vous aurez accès à l'ensemble de ce travail, puisque effectivement, des fois, on nous fait un petit peu la remarque que ça va vite, hein. Claire a beaucoup de choses à dire sur cette question de l'obésité pédiatrique. Donc, c'est peut-être un petit peu rapide, mais n'ayez crainte, vous aurez le temps de revoir tout ça dans le calme. Et surtout, voilà, je vous invite, si vous voulez approfondir, hein, ben, venez à nos formations, hein. Je pense que c'est là qu'on prend le temps, effectivement, d'approfondir sur tous les points et de construire potentiellement, hein, une réponse pluriprofessionnelle sur vos territoires, enfin en tout cas vous aider à y réfléchir sur vos territoires pour que ce soit le plus adapté que possible, puisqu'il n'y a pas une seule réponse standardisée pour l'ensemble des situations. Voilà, donc je pense que nous avons même un petit peu dépassé notre temps de 5 minutes, donc nous allons arrêter ici notre webinaire. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse ou nous suivre sur LinkedIn. Et nous vous souhaitons un excellent après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.